Votre santé est votre bien le plus précieux. Si vous souhaitez prendre soin de vous et mieux vivre votre travail, bienvenue dans l'aventure Mon Job en forme. C'est un podcast qui explore toutes les questions d'hygiène de vie et de santé au travail grâce aux conseils d'invités captivants. Un lieu d'échange bienveillant pour s'inspirer des meilleures pratiques. Je m'appelle Aurélien Matt, responsable communication chez Horizon Santé Travail. Plongeons ensemble dans le monde passionnant de la santé au travail. Reprendre le travail après un long arrêt, ce n'est pas simplement retrouver son bureau et ses dossiers. Un décalage peut être présent. On revient dans un environnement qui n'a pas bougé, ou très peu, alors qu'en nous, beaucoup a changé. Nous ne sommes plus tout à fait la même personne. Les priorités se sont transformées, le rapport à l'urgence n'est plus le même, et ce qui nous semblait vital hier peut paraître dérisoire. Il ne s'agit donc plus de retravailler, mais de réapprendre à travailler avec cette nouvelle version de soi. Celle qui a compris que la performance ne peut plus se faire au détriment de sa santé. C'est un équilibre complexe à trouver. Pour comprendre ce chemin, j'accueille des habitués du podcast que j'aime beaucoup et que je suis particulièrement heureux de retrouver. Gaël et Johan Ancarno, fondateurs de Quête de Sens Pro, un cabinet spécialisé dans la gestion de carrière. Alors on peut le dire à nos auditeurs, le podcast c'est un peu devenu un prétexte pour se voir et boire des cafés ensemble. Merci d'être là une nouvelle fois. Merci Aurélien pour cette invitation, toujours un plaisir de revenir ici. Bonjour et merci Aurélien. Après une maladie ou un épuisement, comment on arrive à accepter que le travail passé a laissé place à de nouvelles priorités ? Excellente question pour démarrer Aurélien. Effectivement, je prends conscience à travers mon expérience personnelle et aussi à travers tous ceux que j'accompagne que, en fait, quand on revient au travail après une longue période d'arrêt, on a tendance à vouloir retrouver notre version d'avant. Et malheureusement, quand tu passes par cette phase de maladie ou d'épuisement, en fait, on prend conscience d'une chose, c'est que notre énergie, elle n'est pas illimitée. Et je pense que le véritable enjeu, quand tu reprends une activité à la suite d'une épreuve comme ça, c'est de justement ne pas chercher à revenir cette personne-là et en même temps ne pas renier ce que tu as fait jusqu'à maintenant. Donc, il faut aussi accepter son passé professionnel parce que ça cède à de nouvelles priorités. Et je pense que le conseil que je donnerais là à nos auditeurs, c'est justement d'apprendre à honorer cette nouvelle personne que tu deviens et à commencer à intégrer en fait justement cette nouvelle énergie, comprendre comment on fonctionne, de quoi on a envie et de ne pas tomber en fait dans ces obligations, tous ces choix que l'on a fait jusqu'à maintenant et de prendre le temps de réévaluer justement ces nouvelles ambitions et notre nouvelle énergie. L'épreuve de santé nous oblige-t-elle à redéfinir le succès professionnel ? Quelles valeurs peuvent remplacer cette performance, parfois à tout prix ? Ouais, je pense que c'est vrai qu'on a tendance à voir le succès pro par rapport à ce que l'on produit. De manière générale, je dirais, et d'autant plus après un choc émotionnel ou une maladie ou autre chose, le succès, en fait, on a tendance plutôt à le redéfinir. Mais pas parce qu'on produit, mais plutôt parce qu'on arrive à préserver. Donc, ce qu'on arrive à préserver, ça va être son temps, ça va être la contribution réelle et également santé physique et mentale. En fait, ce qu'il faut prendre en compte et qu'on oublie aussi souvent, c'est que l'objectif quand on travaille, c'est pas de travailler, je dirais, sur une courte période, mais c'est de tenir dans la durée. Et en fait, pour tenir dans la durée, il faut effectivement prendre en compte le temps, mais le temps qu'on a à la fois au travail, il doit être de qualité, et le temps aussi en dehors du travail qui doit être de qualité. Et c'est vraiment super important qu'on ait ces temps de qualité pour justement tenir dans la durée. Et alors justement, quelle stratégie concrète on peut adopter pour passer d'un rythme où on a pu rechercher une performance et maintenant une gestion plus respectueuse de son niveau d'énergie, le niveau d'énergie qu'on a actuellement ? Alors, je ne sais pas si on peut vraiment parler de stratégie, dans le sens où j'ai l'impression, je ne voudrais pas que nos auditeurs pensent que comme on emploie ce terme-là, ils vont s'imaginer qu'il y a une méthode miraculeuse ou tu vois, les 5 clés à faire pour pouvoir switcher en fait, d'un rythme à un autre. Mais en fait, je remarque que c'est souvent dans les conseils que l'on trouve les plus simples qu'on a du mal à finalement les mettre en lumière ou à les appliquer réellement dans le quotidien. Donc,
Moi, ce que je vois là, ce serait 2 conseils stratégiques, peut-être pour reprendre les termes, mais ça serait déjà de reconnaître ses propres limites et d'être honnête avec soi-même. Ça, j'en parle beaucoup parce que regarder comment on fonctionne naturellement, c'est aussi se dire, OK, il existe plein de méthodes finalement, plein de stratégies, mais si je suis honnête avec mon fonctionnement, je vais aller déjà tester, expérimenter ce qui s'offre à moi dans ce panel de méthodes organisationnelles, par exemple, si c'est là le sujet pour vous qui nous écoutez. Et en fait, il n'y a que comme ça, il n'y a qu'en testant qu'on saura vraiment ce qui est bon pour soi. À titre personnel, moi, j'ai déjà testé, par exemple, de travailler en bloc de temps, de faire des pauses, comme la méthode Pomodoro, etc. Et puis finalement, il y a certaines méthodes, en tout cas, que j'ai testées, que je n'ai pas forcément tenues dans la durée. Et en fait, c'est OK. Mais c'est juste qu'après, quand tu te connais, tu vas aller prendre et piocher finalement dans toute cette mallette à outils ce qui est bon pour toi. Donc vraiment, je dirais déjà ça en premier conseil, ça serait de reconnaître ses propres limites. Et puis deuxième temps, ça va être d'aller réorganiser ton travail justement en fonction, encore une fois, de son niveau d'énergie, parce que ça peut passer par aujourd'hui, j'ai besoin d'aller investir tel sujet parce que ça a plus d'impact pour moi, ça a plus de sens. Peut-être que demain, ça sera... j'ai un gros dossier à traiter et en fait, ça me semble être une montagne et je suis fatiguée rien qu'à l'idée d'y penser. Peut-être, ça peut être intéressant d'aller regarder comment je peux découper ce gros dossier en petites tâches pour aussi me nourrir à l'instant T et en conscience en me disant j'avance quand même sur le dossier, sur le sujet. Pour donner un peu une analogie, j'aime bien prendre cet exemple-là, mais moi j'ai un petit garçon de 7 ans aujourd'hui qui est dans une phase où il doit apprendre en fait des poésies qui sont de plus en plus longues et ça le gonfle en fait. Et souvent il me le dit, oh maman c'est trop long, j'aime pas les poésies qui sont longues. Et en fait dans ma manière de l'accompagner, c'est un peu ce que je peux vous donner là comme conseil, c'est que on voit cette montagne hyper longue et on voit cette poésie hyper longue et on se dit oh là là, je suis déjà fatiguée d'avance. Et en fait, on va essayer d'y mettre du sens. Donc déjà, je vais lui dire OK, la consigne, c'est de l'apprendre. Nous, on veut déjà juste chercher à comprendre ce qui est dit. Et on oublie déjà la consigne de base et l'objectif, on le connaît, c'est OK. Mais déjà, lis-le. On va essayer de comprendre de quoi il s'agit. On va essayer de récupérer des mots-clés pour donner du sens. Et puis, en fait, on va y aller étape par étape, strophe par strophe. Et puis, tu vas te rendre compte finalement que tu connais déjà... les 4 premières, puis les 8 suivantes, et ainsi de suite. Et en fait, le fait de se glorifier sur le chemin et de se dire « Ah oui, finalement, ça me semble facile », et sans s'en rendre compte, on a déjà investi le gros dossier, en fait. Et donc, c'est un peu ça aussi que je pourrais donner aux personnes. C'est à chaque fois que vous avez un objectif, un dossier, un sujet, un enjeu qui vous semble être de taille, découpez-le en fait en petits morceaux et appréciez le chemin, en fait. Donc... et il y en a plein d'autres, des conseils, tout dépend de l'enjeu, mais je pense que c'est ce qui nous permet aussi de créer de bonnes routines, de durer dans le temps. Et je donnerais un 3e point, c'est aussi de ne pas toujours confondre la notion de repos et de récupération. Moi, j'en ai fait les frais parce que ça fait 6 ans maintenant que j'entreprends et je pense que j'avais des plages de récupération, mais jamais de repos. Parce que, et ça, c'est pas une histoire de statut entrepreneur, salarié ou autre, c'est vraiment pour chacun de nous, humains que nous sommes. Mais c'est important aussi de prendre conscience qu'il faut vraiment des temps off, sans culpabiliser, sans stresser. Je pense que le vrai enjeu, d'ailleurs, qui se cache, c'est plutôt là. Parce que aujourd'hui, on est dans une société où on prône tout le temps la discipline, la rigueur, la performance, le faire. Et en fait, on n'est pas que des machines à produire. Et c'est aussi important d'avoir des vrais moments off parce que tu gagnes en clarté, parce que tu te régénères, en fait. J'aime bien prendre l'image de la pile, mais en fait, c'est clairement ça. Pour pas finir en surchauffe, en fait, tout simplement. Donc, voilà. Pour résumer, les 3 conseils, ce serait, 1, reconnaître ses limites. 2, une fois qu'on est honnête avec nous-mêmes, on peut réorganiser, réinvestir son travail en fonction de qui on est et de pouvoir régénérer aussi notre pile. Et puis 3, s'autoriser à avoir des vrais moments de repos sans culpabiliser, sans stresser. Et justement, pour organiser son travail, on n'est pas seul. Il y a aussi le manager qui est là pour aider à réorganiser l'activité. Quelle place il peut avoir, lui, et comment on parler avec lui ? En fait, spontanément, j'ai envie de parler de communication parce qu'en fait, on se l'autorise pas toujours de se dire je vais pas le déranger, je vais pas lui dire ça. Mais en fait, le manager, s'il sait pas ce que tu ressens et ce dont tu as besoin, il peut pas le deviner en fait. Et je pense que ça aussi, c'est une erreur de notre part dans notre posture de supposer
ou de laisser l'autre imaginer. Et en fait, déjà de se prendre un temps tous les deux, juste poser et de se dire tiens, je vais te faire part d'une réflexion que je mène en ce moment sur moi, sur ma façon de fonctionner, sur mon état et sur mon énergie. Et tiens, qu'est-ce que tu en penses ? Déjà de se permettre ça ensemble, cet espace-là où on peut juste venir déposer sa réflexion sans attendre forcément du manager, mais déjà de lui déposer ça, de lui dire voilà où j'en suis moi en ce moment dans ma manière de fonctionner, dans ma manière de réfléchir sur mon poste et sur la dynamique que j'ai envie de donner par la suite. Je pense que c'est déjà un bon premier pas et je me demande combien on est sur cette planète à oser le faire en fait. Toquer à la porte de notre manager et juste venir lui dire j'ai quelque chose à te dire parce que voilà en ce moment où sont mes réflexions et là où j'en suis et j'aimerais bien que tu m'accompagnes sur ce chemin-là. Alors quand je le dis, c'est pas de manière enfantin, tiens-moi par la main, mais c'est vraiment poser une réflexion saine ensemble et juste nous permettre de nous rejoindre en fait. Ouais. Ça effectivement, c'est le point de vue du salarié. Toi, je crois que Jo, tu as un autre point de vue d'un point de vue du manager. D'un point de vue manager, j'entends effectivement ce que Gaël me dit, mais après, faut pas oublier que du côté du manager, effectivement, il y a des choses à respecter, il y a des objectifs à atteindre, des choses comme ça. Il a aussi toute cette pression derrière. Donc là, ce qui peut être intéressant avec l'approche que dit Gaël, c'est comment se rejoindre tous les deux. Parce que moi, effectivement, je vais avoir mes objectifs. Toi, tu vas avoir effectivement ta nouvelle vision, ta nouvelle version de toi qui est différente peut-être de celle que je connaissais et que j'ai pris jusque-là. Donc, après, faut qu'on prenne le temps de s'écouter, de se parler, de se comprendre. Complètement. Pour pouvoir se rejoindre. Et effectivement, est-ce qu'on peut continuer à faire ce chemin ensemble ou comment on peut continuer à faire ce chemin ensemble ? Comme le travail, c'est une collaboration, c'est un travail ensemble. C'est pas le manager contre les salariés ou le salarié contre le manager. Effectivement, c'est un ensemble qui fonctionne. Et donc, avec cette nouvelle version de toi, comment on va pouvoir avancer ensemble ? Et comment tu réagirais si demain, tu as une personne en fait, qui te dit oui, mais moi, avec mon manager, c'est impossible. Parce qu'il n'est pas déjà dans cette démarche d'ouverture. Tu as des managers qui sont plutôt autoritaires et c'est leur vision et qui vont te dire moi, c'est ça que j'attends de toi, point. Et puis c'est ça que j'entends que toi en termes de productivité, parce que ça peut avoir un impact sur le reste de l'équipe et puis il peut y avoir un sentiment d'injustice. Exactement. Après, c'est là aussi, il faut être honnête avec soi, honnête avec le manager. S'il te dit, moi, c'est comme ça, j'attends ça à toi, si c'est pas possible. Après, il faut trouver d'autres biais, d'autres leviers, mais pour mettre fin à cette collaboration. Parce que effectivement, si tu te dis que moi, je dois aller dans ce sens-là, toi, tu me dis que tu vas dans l'autre et qu'on peut pas se rejoindre, ça ne sert à rien de forcer. Là, c'est pire. Ce qui risque de se passer, c'est quelque chose de pire. C'est jamais simple de mettre fin à une collaboration ou autre, mais des fois, un peu d'honnêteté, faire preuve d'honnêteté d'un côté comme de l'autre, justement, ça permet d'arriver à des situations moins pires que ce qu'on peut avoir. Puis une situation où les personnes qui sont en difficulté de santé, elles sont stigmatisées, parce que aussi. Ça peut être difficile à vivre pour elles, pour le reste du collectif. Aussi. Ça peut être vachement difficile. Totalement. Je suis amplement d'accord avec toi, Aurélien. Comment on utilise cette période pour s'assurer que son poste actuel apporte du sens et éviter une nouvelle dégradation de sa santé ? Je vais prendre. C'est une question qui est intéressante. Moi, je pense qu'effectivement, il faut qu'on prenne le temps, qu'il faut prendre le temps de se poser et de se poser des questions. Comme tu le sais, j'adore les comparaisons et les métaphores. Et je vais prendre l'exemple de la tasse de café, puisque ça parle dans le monde du travail. En fait, ce qu'il faut prendre faut prendre en compte qu'est-ce qui me remplit et qu'est-ce qui me vide. Il y a des choses effectivement qui vont mettre du sens et qui vont remplir ma tasse, alors qu'il y a d'autres éléments qui vont avoir tendance à la vider. Donc, il faut vraiment prendre à chaque fois, faire le point sur est-ce que ce que je fais, ça me remplit ou est-ce que ça me vide ? Est-ce que ça va reprendre aussi un peu l'image de la pile d'énergie ? Mais dans toutes mes missions, dans tout ce que j'ai dans mon environnement, est-ce que c'est quelque chose qui me met, qui fait sens et qui me remplit, qui remplit mon bol, qui me donne envie ? Ou à l'inverse, est-ce que c'est quelque chose qui m'en enlève ? Est-ce que c'est quelque chose qui te donne de l'énergie ou est-ce que c'est quelque chose qui te vide et qui est coûteux finalement ? Exactement. C'est vraiment intéressant comme approche et ça permet aussi de prendre un peu de recul sur ce que l'on fait, pourquoi on le fait et sur l'utilité aussi qu'on a dans notre fonction.
On peut avoir peur de décevoir son entourage professionnel et même de retomber dans certaines exigences passées. Comment ça peut se gérer, ça ? Eh ben, très intéressant. J'aurais tendance à dire que la solution, elle est peut-être justement d'y aller franchement. C'est-à-dire que là où on aurait tendance à vouloir fuir et se lisser, tu vois, ou se conformer par rapport aux attentes et aux besoins des autres, je pense qu'il faut aborder cette question en se disant, tiens, je vais accueillir justement ce scénario-là et partons du postulat que je déçois, en fait. Je déçois déjà. Et qu'est-ce qui se passe quand je me dis que ça y est, je suis revenue et finalement, là où on m'attendait, je ne peux plus répondre à ces exigences-là et donc je déçois. Et je pense que j'inviterais les gens à venir encore une fois, être honnête avec ses émotions et se poser des questions. Et d'ailleurs, pour ceux qui nous écoutent, prenez de quoi noter. Parce que je vais vous les poser en direct. Et je pense que ce sera un bel exercice pour vous pour venir déposer ce qui vient se dire en vous. Donc, imaginez la situation où vous arrivez au travail et ça y est, ça fait 2 mois que vous avez repris votre activité. Et finalement, vous sentez les regards, les remarques. Peut-être que vous avez même eu déjà une conversation avec votre manager et vous ressentez en fait cette déception à travers leurs mots, à travers leurs regards, à travers leur non-verbal. Et demandez-vous en fait, qu'est-ce qui vient de se jouer là ? Qu'est-ce qu'on est venu vous dire ? Et qu'est-ce qui se passe en vous ? Demandez-vous quelle part de vous a encore besoin d'être protégée aujourd'hui. Demandez-vous aussi quelle part de vous avez trahi jusqu'à aujourd'hui et qui demande à être honorée. En fait, à travers ces questions-là, je les trouve puissantes parce que, encore une fois, là, on ouvre des portes sur nos émotions et on vient se dire d'accord. Plutôt que de chercher à les fuir et à essayer, encore une fois, de se conformer à ce qu'on attend de moi, si moi, je m'écoutais et que je me mettais en sécurité émotionnelle, psychique, psychologique et que je me comportais comme j'ai envie d'être, qu'est-ce que ça vient dire, en fait ? Et où se jouent les dualités, les zones inconfortables. Je pense qu'en fait, la peur de décevoir, elle est complètement normale, mais elle ne doit pas venir dicter nos choix. Donc moi, j'encourage vraiment à définir sa trajectoire personnelle en accueillant honnêtement ses émotions et ses besoins. Et donc, je pense que, quel que soit l'environnement dans lequel on est, que ce soit pro et perso, un entourage sain doit toujours respecter votre part d'authenticité. Et on en a parlé dans un précédent podcast ensemble. Plutôt que de prôner cette suractivité, en fait. On va revenir sur la communication. C'est pas toujours simple de poser des limites, par exemple sur les horaires, sur une charge de travail, et surtout sans avoir à se justifier constamment sur son état de santé. Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques vis-à-vis de ça ? Waouh. Très très bonne question, très excellente question. Moi j'ai un point, c'est vrai que avec cet aspect médical ou autre, mais je pense que avant tout, avant l'état de santé, c'est vraiment poser des limites organisationnelles. C'est vraiment dire normalement l'organisation, elle veut que ce soit fait tant tel quel, et il faut essayer de respecter justement les premières bases qu'on s'est données et qu'on s'est confiées. On a souvent tendance, surtout dans le monde du travail, donc à dépasser le cadre déjà qui est défini de base. Donc déjà, c'est remettre en place et recadrer, redéfinir le vrai cadre et s'y tenir. La deuxième chose, quand on veut donc aborder la question avec que ce soit son manager ou des collègues ou autres, on n'est pas censé forcément se justifier ou donner trop de détails. En fait, l'idée, c'est de rester peut-être le plus, pas évasif possible, mais le plus large possible. Et le troisième point, je dirais, c'est d'aborder une discussion positive. Être vraiment sur quelque chose de positif et pas être justement sur des notions « Ah, moi, je ne veux pas faire ça, je ne rentre pas dans ça ». Non. C'est vraiment dire pour que notre collaboration se passe bien, dans mon intérêt, dans le vôtre, il serait bien que nous faisions ainsi, etc. Et si quelqu'un n'a pas du tout envie de s'épancher sur sa situation et de rentrer dans les détails ? T'es dans ma tête parce que justement, j'y pensais. Et effectivement, on a le droit, en fait, de
tu parlais de cadre, Joanne, juste avant, et en fait, je pense que ça aussi, on se l'autorise peu, certains, voire pas du tout, mais en fait, on a le droit aussi de définir un nouveau cadre avec les échanges avec nos collègues, la direction haute, mais en fait, de dire que voilà, on a traversé une période qui nous est propre, personnelle. Aujourd'hui, on revient avec un nouvel élan. On n'a pas forcément envie de s'épancher sur ce qu'on vient de traverser. Et on demande aussi de respecter ça. Parce que j'ai eu beaucoup de témoignages comme ça de personnes qui ont traversé des périodes difficiles, qui ont été des proches aidants, qui ont traversé la maladie. Et en fait, quand tu reviens, tu n'as pas envie nécessairement d'aller t'épancher sur ce que tu viens de traverser. Et je pense que on devrait aussi faire un appel au respect de ça, en fait, de notre intimité. Parce que on revient et en fait, on doit honorer aussi ce qui s'est passé. Je pense que c'est important de lui donner un nouvel espace dans notre espace de travail. Pour autant, on n'a pas forcément envie de s'épancher sur ce qu'on a traversé. Et les gens vont avoir tendance à spéculer, à en parler, à fantasmer sur ça. Apprenons à les laisser, en fait. Et parce que c'est très énergivore finalement de devoir aussi se justifier là-dessus. Et je pense que quand on prend de la hauteur par rapport à ça, on s'apaise aussi. Et tu parlais de cadre et je pense que c'est ça. C'est aussi comment accompagner les autres pour redéfinir un nouveau cadre quand on revient en fait d'une situation où on n'est plus totalement nous-mêmes. Et je pense que ça aussi, on doit se permettre de le verbaliser auprès des autres parce qu'on ne s'autorise pas, en fait. On laisse les gens rentrer dans notre bulle, dans notre intimité. Ils viennent déposer des choses, ils spéculent parce qu'ils ne savent pas et ça s'entend et ça se respecte aussi. Mais je pense que si nous-mêmes, on n'a pas envie de s'étaler, on devrait s'autoriser à le dire avec beaucoup d'amour et de bienveillance, encore une fois. Ouais, j'aime bien. En fait, là, c'est vraiment ce que tu dis, c'est qu'il y a à la fois, en fait, la personne qui revient, elle doit éduquer les personnes, justement, l'entourage et l'environnement à respecter, à nous respecter et à définir ce cadre ensemble. Et en fait, on en revient toujours à ça. C'est déjà s'écouter, comprendre ses émotions pour définir aussi ce dont on a besoin. Parce que tu es obligé de passer par cette phase-là pour pouvoir expliquer à l'autre ce dont tu as besoin et de définir ton cadre. Mais si tu ne sais même pas d'où tu pars, que tu n'as pas posé ton intention de départ, c'est difficile finalement de trouver un écosystème qui soit sain et respectable des deux côtés. C'est ça. Et si l'autre personne ne sait pas, je me mets dans la peau de l'autre personne, si je ne sais pas ce dont tu as besoin, moi je vais te donner ce dont j'ai besoin. Enfin, ce dont je m'imagine que tu as besoin. Exactement. Parce que moi j'en aurais eu besoin. C'est ça. Tout à l'heure, Gaël, tu parlais de vie personnelle. Est-ce que les rituels sont nécessaires pour avoir une coupure avec le travail ? Je pense qu'on en a tous en fait des rituels au quotidien. Après, on a des rituels qu'on abandonne en cours de chemin parce que peut-être qu'on les priorise pas à un moment donné et on peut s'y perdre. Moi, j'ai beaucoup de clientes qui ont mis de côté, par exemple, le fait d'être en mouvement, d'aller faire du sport ou d'avoir une activité extra-professionnelle au détriment d'autres choses. Et en fait, elles s'en rendent pas compte sur le coup parce que peut-être qu'elles vont bien et puis petit à petit, on enlève un poste, on va dire. Et puis c'est avec le temps, quand elles se posent justement là-dessus, parce que je leur fais faire un exercice pour réévaluer justement ce qui leur fait du bien. La fameuse to-do list, mais pas le do D-O-U-X en fait. Et c'est comme ça que ça met en lumière les fameux rituels qu'on a mis de côté, que ce soit 5 minutes un soir comme 2 heures dans la semaine. Mais ça permet aussi d'identifier pourquoi on est fatigué. Et je pense que ça, c'est un sacré sujet. Peut-être que ça fera l'objet, un de ces 4, pour revenir Ce serait une excuse chez pour toi. voir des questions. Mais tu sais, souvent, quand on se plaint d'être fatigué, on a tendance à dire dors, en fait. Tu vois, le premier réflexe, en fait, c'est ça. Mais on n'a pas tous toujours besoin, en fait, de dormir. En fait, c'est pas parce qu'on est épuisé qu'on manque de sommeil. Et c'est pas moi qui le dis, rendons à César ce qui est à César, mais j'aime bien parler des repos et des 7 repos. On en a fait plusieurs fois l'apologie sur notre compte LinkedIn, mais en fait, il y a une médecin américaine qui s'appelle Dr. Dalton Smith, qui est l'autrice d'un livre qui s'appelle, excusez-moi pour mon super anglais, mais Sacred Rest. Et en fait, elle en parle de ces 7 repos. Et je voudrais prendre un temps pour en parler parce que le secret, en fait, quand vous êtes épuisé, c'est pas forcément de chercher à dormir plus, mais c'est plutôt de se reposer autrement.
Et en fait, il existe 7 repos. Peut-être que vous l'apprenez du coup en les écoutant, mais du coup, je vais vous les citer et je vous inviterai vraiment à aller regarder ses travaux parce qu'elle en parle bien mieux que moi et c'est elle l'experte dans le domaine. Mais en fait, il existe un repos physique, un repos mental, un repos émotionnel, un repos sensoriel, un repos créatif, un repos social et enfin un repos spirituel. Et en fait, elle vous invite à venir déjà questionner de quel repos vous avez besoin. Et à partir de là, on en revient encore une fois. Je pense que vous aurez compris vraiment le message de fond aujourd'hui. Mais à partir de ça, on peut redéfinir à nouveau ses besoins et du coup pouvoir évaluer de quel rituel on a besoin à l'instant T, en fait. Je pense que l'enjeu, il est là. C'est super intéressant, ces 7 repos. Je les connaissais pas. Et pour terminer, la dernière question, est-ce qu'il y a des signaux faibles qui doivent alerter sur un risque de dérive d'une éventuelle nouvelle dégradation de l'état de santé? Oui. Effectivement, dans les signaux faibles, un des plus gros souvent, c'est celui de la fatigue. Comme disait Gaël, on peut reprendre, il y a différents types de fatigue. Il suffit de reprendre un des 7 cités, effectivement, peu importe la nature de la fatigue, c'est un des premiers signaux. Il va y avoir aussi l'humeur, les émotions, donc tout ce qui va être lié sur l'irritabilité ou le changement d'émotion brutal, ces choses-là. On peut avoir tout ce qui va être les mots du corps. Donc les mots parlent. Donc les mots MAUX, donc sont très évocateurs et très ce sont des très bons signaux puisque ce sont des messages du corps. On peut en avoir plein le dos. Des fois, c'est vrai que même on peut s'écouter parler et on entend j'en ai plein le dos. Ça me prend la tête. Ça me gonfle. Voilà. Et tout ça, c'est vrai que ce sont des bons indicateurs. Et un des derniers, c'est vrai qu'on parlait de la perte d'humeur, mais aussi ça peut être arrêter de se réjouir. Des fois, on peut être jovial ou pas, mais des bonnes choses nous donnent même plus envie, même plus goût. On peut en perdre le goût. Et ça, c'est également un bon signe. C'est tout changement de comportement en fait, qui dénote avec l'attitude habituelle de la personne. En fait, c'est ça. Qui doit alerter. Exactement. Quelqu'un qui est toujours de bonne humeur, qui commence à être un peu morose. Quelqu'un qui était toujours rigoureux dans son travail, qui fait de plus en plus de petites erreurs d'inattention. Exactement. C'est vraiment le meilleur levier. Là, je pense que tu as super bien résumé le truc. Ah bah écoutez, j'étais ravi de vous accueillir encore une fois. On se reverra encore très, très, très probablement. Merci Gaël et Jo. Et merci beaucoup. À très bientôt. Merci. Hâte à la prochaine saison. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous sur votre plateforme préférée et laissez-nous une note de 5 étoiles ou un commentaire. Ça nous aide beaucoup pour porter les questions de santé au travail. Retrouvez-nous également sur LinkedIn et Instagram. À très bientôt.